Le Japon possède une culture et une société très spéciales. Cela viendrait sûrement du fait que ce pays insulaire n'ouvre pas si facilement ses portes au reste du monde, et ce, depuis très longtemps. Alors rapprochons-nous de ce que nos yeux étrangers à ce pays ne peuvent pas voir. Pour cela, je me trouve dans une ville au centre du Japon, nommée Kofu, dans la préfecture de Yamanashi. Mes sources pour mon TPE viennent principalement de l'interview de ma professeure d'histoire spécialisée dans l'histoire du Japon, qui m'a donné de précieuses informations sur mon sujet. Quel est le rôle de la femme dans la société japonaise à travers les différentes époques? Je m'appelle Charlotte Lambert, j'ai 17 ans et je suis au Japon depuis maintenant 10 mois. Commençons par l'ère Kamakura, l'ère des Bushi, autrement dit samouraï, entre 1185 et 1333. Durant cette ère, le statut de la femme était très élevé. Elle pouvait faire partie du gouvernement et donc diriger le pays. Nous pouvons citer une femme du nom de Masako Hojo, samouraï et chef du clan Hojo, un clan de samouraïs très influent. Elle participait activement à la vie politique et était très respectée de tous. On pouvait retrouver d'autres femmes samouraïs très réputées, comme Tomoe, qui accompagnait son mari, le général Minamoto no Yoshinaka, sur les champs de bataille. Ensemble, ils combattaient lors de la guerre Genpei, qui voit l'affrontement de deux clans lors d'une querelle de succession pour le trône impérial. Un roman guerrier, le Heikei Monogatari, décrit leurs exploits. Respecté par les hommes, Tomoe est l'un des capitaines de son mari et mène ses troupes au combat. Les femmes pouvaient aussi accéder au patrimoine familial comme les terres et possédaient donc le droit d'avoir l'héritage de leurs parents. Malheureusement, c'est à la fin de l'ère Kamakura que le statut de la femme baissa à cause d'une nouvelle loi qui a décrété l'impossibilité pour les femmes d'hériter et que ce droit soit exclusivement réservé aux fils aînés de la famille. Le statut des japonaises continua progressivement à chuter pendant l'ère Muromachi de 1336 à 1573, jusqu'à l'époque Azuchi Momoyama qui s'étend de 1573 à 1603, car durant la guerre, elles étaient utilisées comme otages, objets sexuels ou encore comme donations entre clans pour créer des alliances. La vision de la femme à cette époque ne dépassait pas le statut de l'objet. Malgré tout cela, certaines femmes étaient exceptionnellement actives. Parmi ces femmes, nous pouvons nous pencher sur Oichi, sœur d'Oda Nobunaga, grand samouraï faisant partie des 3 unificateurs du Japon. Elle était très indépendante et avait le respect de tous. Sa fille, Yododono, elle aussi vivait par elle-même et comptait parmi les femmes les plus puissantes de cette époque. L'ère Edo est la prochaine ère que nous allons étudier. Elle s'étale de 1603 à 1853. 江戸時代の女性の地位は社会的地位はとても低かったです。 On peut notamment citer leur interdiction de demander un divorce, c'est-à-dire que même lorsqu'elles étaient battues, elles n'avaient pas d'autre choix que d'aller se réfugier dans des temples pour échapper à leur mari. De ce fait, il était impossible pour les femmes de s'affirmer. En effet, seulement 10% des japonaises avaient une éducation primaire, contre plus de 50% pour les garçons. 江戸時代寺子屋って言って小学校みたいなね、そういうこう学校みたいなお坊さんが読み書きを教えたりとか計算することを教えたりっていう、そこへ女子がね行くことはあった。でも男子がいて、でついたてが立てられて女子がいる。だからやっぱり女子がこう教育を受ける環境としてはあることはあったけど、やっぱりその中でも差別はあった。 Durant cette ère, on peut aussi retrouver ce qui s'appelle des geishas. Ce sont des femmes artistes et des dames de compagnie qui consacrent leur vie à la pratique artistique raffinée des arts traditionnels japonais pour des prestations et servir de divertissement pour une clientèle très aisée. Elles cultivent le raffinement artistique dans divers domaines tels que l'habillement en kimono, la musique classique, la danse, les rapports sociaux et la conversation, certains jeux, mais elles étudient également le chanoyu, cérémonie du thé, l'ikebana, composition florale, la poésie et la littérature japonaise. Les geishas étaient traditionnellement entraînées depuis leur petite enfance. Les jeunes filles étaient vendues par les familles pauvres aux maisons de geishas qui se chargeaient de les élever et d'assurer leur éducation. Durant leur enfance, elles travaillaient comme bonnes, puis comme assistantes dans des maisons de geishas pour contribuer à leur entraînement,
mais aussi pour assurer le remboursement de la dette contractée par le coût, souvent élevé, de leur éducation et de l'achat de leur personne. Elles commençaient dès leur plus jeune âge à pratiquer un vaste éventail d'art. Les geishas ne sont pas des prostituées, comme beaucoup pourraient le croire, mais plutôt des hôtesses ou des dames de compagnie raffinées. Bien qu'autrefois, il était possible et presque systématique d'acheter leur virginité, même si elles n'avaient pas forcément de relations sexuelles avec leurs clients, ni même avec l'homme qui avait payé beaucoup d'argent pour acheter leur virginité. Durant l'ère Meiji, de 1868 à 1911, l'empereur décida d'abolir les statuts sociaux inégalitaires entre les citoyens et les guerriers samouraïs. Son but était d'unifier la société. Les femmes se mirent alors à défendre leur cause, profitant du mouvement égalitariste. C'est ainsi qu'apparut le premier courant féministe au Japon. Une jeune intellectuelle à la grande culture classique, Kishida Toshiko en fut la pionnière. En effet, après avoir rejeté la vie de dame de la cour à cause des conditions imposées, elle sillonne son pays et s'empare du mouvement associatif naissant, réclamant la liberté et les droits du peuple en 1870. Dès lors, en 1882, elle en devient l'une des oratrices les plus connues et probablement la première femme japonaise à prendre la parole en public dans un meeting politique. N'ayant lu que des classiques chinois et de la poésie japonaise, elle s'en inspire pour légitimer ses propos par des discours anciens afin de porter, pour la première fois au Japon, une revendication autonome pour les femmes. Ainsi, grâce à son charisme et à la qualité de ses discours, elle fascine énormément de personnalités politiques. Nous pouvons aussi parler de la première femme à obtenir le titre de médecin au Japon, en 1885. Ogino Ginko s'engage en faveur des droits des femmes et ouvre un hôpital spécialisé en obstétrique et en gynécologie. Un autre point important a montré l'évolution qui s'est produite durant l'ère Meiji, c'est l'éducation primaire. Depuis 1872, il a été décrété l'éducation obligatoire pour les garçons comme pour les filles. Les chiffres sont ainsi de passer de 10% à 98% de scolarisés. Et peu après, en 1873, les femmes ont accédé au droit de divorce. Par la suite, l'envie des femmes d'être indépendantes se faisait de plus en plus ressentir pendant l'ère Taisho de 1911 à 1926. Notamment avec Itonoe, qui était une féministe et auteure japonaise qui a contribué à un magazine dénonçant les inégalités subies par les femmes. Ses opinions et sa volonté à défendre le droit des femmes proviennent sans doute de son mariage forcé qu'elle a subi en 1912. Cependant, leur position n'est devenue qu'un peu plus haute qu'après la Seconde Guerre mondiale. En effet, après celle-ci, qui se produit durant l'ère Showa, qui s'étend de 1926 à 1989, les femmes sont entrées en politique. Elles ont eu le droit de vote en 1947 et ont commencé à travailler dans l'industrie. Pour les femmes, c'était le commencement de leur prise d'indépendance, ainsi que la possibilité de vivre selon leurs idées. La société japonaise d'après-guerre connaît des fluctuations économiques et sociales importantes, mais les circonstances entourant les hommes et les femmes ont considérablement changé. Avant la guerre, le Japon était une société patriarcale où les femmes étaient discriminées par les hommes. Cependant, après la guerre, l'esprit d'égalité des sexes a été reconnu dans la Constitution et des campagnes ont été organisées pour lutter contre le problème de la discrimination à l'égard des femmes. Les femmes ne seraient pas désavantagées sur le lieu de travail, elles seraient en mesure de démontrer leurs capacités. Les femmes pourraient aussi participer à la vie politique et à la prise de décision. Les hommes et les femmes deviendraient égaux en famille et en couple d'après la loi. D'autre part, l'avancement social des femmes progresse et dans les années 1980, on a commencé à parler de l'âge des femmes. En 1985, une loi interdisant le traitement discriminatoire des hommes et des femmes en matière d'emploi a été promulguée. Et la même année, la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a été ratifiée. C'est un traité adopté à la 34e Assemblée générale des Nations Unies en 1979. La philosophie consiste à examiner le partage des rôles entre les sexes dans le but d'éliminer les différences sexistes dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et dans tous les autres domaines. Le Japon a également signé la mise en place de la loi de 1985 sur l'égalité des chances en matière d'emploi, mais pour le ratifier, il a été nécessaire de réviser le droit interne qui ne répondait pas aux normes de la Convention. Cependant, malgré les changements observés, beaucoup de Japonais ont toujours le sentiment que la société d'égalité des sexes ne se réalise pas. Par exemple, selon l'enquête d'opinion publique sur la société d'égalité des sexes, réalisée par le cabinet Office en 2004, plus de 70% des personnes interrogées pensent que les hommes sont plus favorisés
dans l'ensemble de la société et 20% ont répondu « ils sont égaux ». Tournons-nous maintenant vers notre époque, l'ère Heisei, qui commence en 1989. Actuellement au Japon, il est inconcevable pour une femme de mêler vie de famille et vie professionnelle. Lorsqu'une femme se marie, elle préférera prendre un travail à temps partiel, voire arrêter toute activité professionnelle. Quoi qu'il en soit, elle subira des pressions et sera forcée de quitter son travail. La perspective d'une absence à cause d'un congé de maternité joue contre les femmes. Au Japon, on a le devoir de ne pas déranger les autres au détriment de sa propre vie. Il est donc impossible pour une femme de gravir des échelons d'une société ou d'avoir des postes haut placés si elle ne néglige pas sa vie personnelle. Par conséquent, seulement 3,7% d'entre elles occupent de tels postes. Au Japon, se marier signifie avoir un enfant. En d'autres termes, perdre son autonomie, devoir devenir mère au foyer et dépendre financièrement de son mari. Or, ce schéma de société est encouragé par le gouvernement. On observe donc qu'après le mariage, environ 70% des femmes arrêtent leur travail. De plus, les crèches sont très peu développées, ce qui augmente encore la difficulté pour une mère de travailler. Les conséquences sont ainsi désastreuses et les discriminations dans le monde du travail et même des études ne sont pas des moindres. Je pense notamment au scandale qui a éclaté à l'université de médecine de Tokyo en 2018. Selon les révélations du plus grand quotidien japonais Yomiuri Shimbun, cette prestigieuse institution aurait volontairement baissé les notes des tests d'entrée aux jeunes candidats depuis 2010 dans le seul but de maintenir un quota maximum de 30% d'étudiantes, pas plus. L'université s'est ainsi justifiée. Une fois diplômées, les femmes renoncent souvent à être médecins lorsqu'elles se sont mariées et après avoir eu des enfants. Autrement dit, les hommes sont plus fiables et plus productifs que les femmes. Pour continuer dans les pourcentages, on peut noter que seuls 30% des femmes ayant un enfant travaillent, contre plus de 81% en France. De même, sur toutes les femmes âgées de 20 ans à 60 ans, 57,7% ont un emploi non permanent et peu rémunéré contre seulement 17% en France. On constate le même problème en politique. En effet, la parité n'est pas respectée au sein des 465 députés où siègent seulement 47 femmes, soit 10%. Tout autant que pour les ministères où 2 sur 20 sont dirigés par des femmes. Notez qu'en France, nous avons un total de 224 femmes sur 577 députés et 11 femmes sur 20 ministres. Les japonaises ne sont donc pas assez représentées en politique. The new head of Japan's main opposition party doesn't hide her main ambition. Do you think you'll be Japan's first female prime minister? Yeah. Yes, no translation needed. The first female leader of Japan's Democratic Party, Renho Murata's path to prime minister won't be easy. Her party's popularity is around 10%. The ruling party has a supermajority. Plus, women are vastly underrepresented in Japanese politics. Cependant, de plus en plus de femmes veulent suivre de longues études et travailler et tiennent à leur indépendance. C'est notamment le cas à Tokyo où la population est plus fortement influencée par les pensées extérieures. Ainsi, les parents encouragent plus facilement leurs filles à faire de longues études. 海外とも触れる機会があるし、見るもの聞くもの、親の考え、そして高等教育が受けれる環境、そういうのがやっぱり都市にはあったから、東京はそういう意味では女性が生きやすい場所だったと思います。Malheureusement, même parmi les femmes ayant fait de grandes études, la plupart finissent par ne pas travailler. Inversement à la campagne, les anciennes mentalités persistent malgré tout. Ainsi, les femmes négligent leur vie sentimentale et décident de ne pas se marier. De ce fait, le taux de mariage est en train de fortement chuter et la population japonaise aussi. La population japonaise continue de vieillir et aura reculé d'un tiers en 2060, passant ainsi de 128 millions d'habitants actuels à 87 millions dans quelques décennies seulement, selon des estimations publiées en été 2018 à Tokyo par le ministère de la Santé. La proportion de personnes âgées de plus de 65 ans va pratiquement doubler d'ici 2060 pour atteindre 40%, tandis que les 15-64 ans ne représenteront plus que la moitié de la population. Pareillement, le taux de fécondité déjà très bas va encore baisser. Il s'établissait à 1,39 enfants par femme en 2010, soit largement en deçà du taux de 2, permettant d'empêcher la population de décliner.
Il devrait s'établir à 1,35 d'ici 2060, d'après les estimations de l'Institut national de la population et de la sécurité sociale. Le gouvernement japonais a engagé des actions à partir de 2013 dans le cadre de sa politique économique et sociale à long terme. Il constate une baisse tendancielle de la population active. Pour y remédier, parmi les décisions pouvant être prises, élévation de l'âge de la retraite, accueil des travailleurs étrangers, le gouvernement a mis en avant la nécessité d'accroître le taux d'activité et les perspectives de carrière des femmes. Une plus grande égalité entre les sexes est nécessaire pour enrayer la baisse de la population active. Comme dit précédemment, le taux d'activité des hommes de 85% dépasse de 22 points de pourcentage celui des femmes. Cependant, si le taux d'activité des femmes rattrape celui des hommes d'ici 2030, la population active ne diminuerait que de 5% et cela accroîtrait le PIB de presque 20% par rapport à une situation où les taux d'activité resteraient inchangés. L'écart entre hommes et femmes en matière d'emploi vient du fait que seuls 38% des femmes continuent de travailler après une maternité. De plus, le Japon ne dépense pour l'accueil de la petite enfance et la garde des enfants après l'école qu'environ un tiers des sommes consacrées à ces services par la Suède et le Royaume-Uni. Le gouvernement a donc décidé de développer la prise en charge des jeunes enfants. En plus des écoles maternelles qui accueillent quasiment tous les enfants de 4 à 5 ans, il a été créé environ 500 000 places d'accueil pour les tout-petits et 300 000 places de garde après l'école pour les enfants plus âgés prévoient d'être créées pour mars 2020. De plus, il va être accordé une aide financière calculée en fonction des revenus pour couvrir en partie les frais de garderie. Depuis son lancement à la fin de 2012, ce projet s'est déjà traduit par une hausse de 3,9% du taux d'emploi des femmes. Mais les capacités d'accueil sont limitées, les frais élevés et les listes d'attente longues, notamment dans la zone métropolitaine de Tokyo. La politique sociale japonaise prévoit 1 an de congé payé ou 14 mois si les 2 parents prennent un congé parental. L'Allemagne dispose d'un système identique, mais ses taux d'indemnité sont presque 2 fois plus élevés qu'au Japon. Fin 2010, 25% des pères prenaient un congé en Allemagne, contre moins de 3% au Japon en 2011. Ce projet s'est déjà traduit par une hausse de 3,9% du taux d'emploi des femmes. Mais les capacités d'accueil sont limitées, les frais élevés et les listes d'attente longues, notamment dans la zone métropolitaine de Tokyo. La politique sociale japonaise prévoit 1 an de congé payé ou 14 mois si les 2 parents prennent un congé parental. L'Allemagne dispose d'un système identique, mais ses taux d'indemnité sont presque 2 fois plus élevés qu'au Japon. Fin 2010, 25% des pères prenaient un congé en Allemagne, contre moins de 3% au Japon en 2011. Et plutôt que de prendre un congé parental, beaucoup de Japonaises se retirent du marché du travail lorsqu'elles deviennent mères pour les raisons évoquées dans la partie précédente. Puis, lorsqu'elles y retournent quand leurs enfants grandissent, elles occupent souvent des emplois non permanents et peu rémunérés. De toute manière, elles ne retrouvent généralement pas de poste permanent du fait de la limite d'âge imposée par beaucoup d'emplois. Développer l'accueil des jeunes enfants pourrait aussi avoir des effets positifs sur le taux de fécondité, qui était seulement de 1,4 en 2013. Le gouvernement prévoit également de réformer les aspects des systèmes d'imposition et de sécurité sociale qui réduisent les incitations au travail pour les deuxièmes apporteurs de revenus. Le modèle de prélèvement et de prestation incite financièrement les conjoints à limiter leurs revenus. En 2011, les conjoints dont les revenus étaient inférieurs à 1 million de yens, environ 30% du salaire moyen, étaient exonérés d'impôts. Et si leurs revenus sont inférieurs à 1,3 million de yens, ils sont couverts par la retraite, l'assurance maladie et l'assurance dépendance sans avoir à cotiser. Le gouvernement envisage de mettre fin au dualisme du marché du travail pour réduire les inégalités entre hommes et femmes. L'écart de salaire entre hommes et femmes est lié en grande partie à la dualité du marché du travail. Les femmes représentent 70% des travailleurs non permanents, non réguliers, relativement mal payés, tandis que les hommes occupent 70% des emplois réguliers, ce qui limite les perspectives professionnelles des femmes ayant un niveau de formation élevé. Tant qu'elles seront peu incitées à faire carrière, les femmes auront tendance à quitter le marché du travail pour n'y retourner que si la situation financière du ménage l'exige, en occupant des emplois non permanents pour lesquels elles seront souvent surqualifiées. Et tant que les femmes quitteront la population active en devenant mères, les employeurs auront tendance à considérer qu'elles accordent moins d'importance à leur carrière et préféreront embaucher des hommes. Pour rompre ce cercle vicieux, les institutions du marché du travail japonais doivent changer. Les systèmes de rémunération et la progression de carrière devraient être fondés sur le mérite plutôt que sur l'ancienneté, tandis que les compétences de travail
pourrait être élargie, permettant aux mères et aux travailleurs à temps partiel de reprendre un emploi permanent. Une révolution dans la façon de vivre au travail est absolument nécessaire, encourageant l'adoption des pratiques de travail souples et favorables aux familles. Réduction du temps de travail journalier, prise réelle des congés. Une des valeurs les plus importantes pour les Japonais reste le respect des lois établies par le gouvernement au nom du bien commun. Donc, pour changer les mentalités et la société, il faudrait passer par une révolution légale. Le gouvernement actuel aura-t-il ce courage ? まあそれはイコールを求めたいっていうか、それは多分日本の女性はみんな持ちたいと思っていると思うよ、私もね、イコールであるべきだとも思う、でもね、意外にね、頭固いんだな日本人って、なかなかね、そこを突き崩すのは難しいかな、でもそれはみんなって言ったらあるかもしれないけど、多分イコールであるべきだっていうことは全員思ってると思いますよ。Pour conclure, le statut de la femme au cours du temps a été très différent. À la fin du XIIe siècle, l'époque Kamakura, les femmes étaient plutôt bien traitées. Elles avaient beaucoup de droits en commun avec les hommes, comme par exemple l'accès au gouvernement et au patrimoine familial. Cependant, leur statut s'est dégradé après la remise en cause de cet accès. Durant la guerre qui frappait le pays pendant l'ère Azuchi Momoyama au XVIIe siècle, elles étaient vues comme des objets, vendus et servaient de marchandises entre les clans pour certaines alliances. L'éducation était des moindres et les geishas ont fait leur apparition dans l'histoire. Elles étaient vendues dès leur plus jeune âge comme servantes et en recevant une éducation correcte, finissaient par servir de divertissement pour des hommes très riches. Pendant le XIXe, l'empereur décida d'abolir les statuts sociaux inégalitaires entre les citoyens et les guerriers samouraïs. Son but était d'unifier la société. Les femmes se sont appuyées sur ce statut pour créer le premier mouvement féministe et élever leur position dans la société. Après la Seconde Guerre mondiale, les femmes sont entrées dans le monde du travail. Plusieurs lois favorisant l'égalité ont vu le jour. De nos jours, les modes de vie des hommes et des femmes ont considérablement changé. Mais en revanche, la discrimination entre les hommes et les femmes persiste toujours. Cependant, un futur meilleur pour le droit des femmes pourra-t-il être porté par le gouvernement ?